Allez, en effet, le temps maintenant pour nous d'ouvrir notre chronique technique avec Eric le Magnifique qui va nous entraîner, en fait, peut-être même nous noyer dans une tonne, dans une vague d'informations. Voilà, la transition de ouf. Attends, mais t'es où là d'abord? Voilà, t'es là. Je suis là, je suis là. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Ça va bien? Eh oui, ça va super bien avec l'animateur de choc que tu es et tes transitions de folie. De ouf, bon. Alors effectivement, vous noyez, bon on va essayer de faire... non, on va dire plutôt on va surfer sur la vague aujourd'hui. Surfer sur la vague, et une sacrée vague, hein, puisqu'on va parler d'un sujet local cette fois-ci, non pas mondial, avec la conférence Sénature qui aura lieu le 5 août, donc mardi prochain, où sera abordé les tsunamis en Nouvelle-Calédonie, évaluation des risques et étude des facteurs de vulnérabilité. Et pour en parler, j'ai avec moi un invité, donc Maxime Dufil, qui va justement faire cette conférence le 5 septembre. Maxime, bonjour. Bonjour, merci à tous les deux de m'avoir invité à la radio, c'est sympa. Ah ben merci à toi d'être venu. C'est cool. Alors Maxime, présentation pour justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos chers auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent? Ouais, bien sûr, écoutez, moi c'est Maxime Dufil, donc je suis doctorant en 3e année à l'IRD et je travaille sur la vulnérabilité côtière en Nouvelle-Calédonie. Donc je regarde en fait un petit peu les différents facteurs de vulnérabilité face aux risques littoraux en Nouvelle-Calédonie. C'est une thèse qui est un petit peu plus sur les cyclones en fait en réalité. Donc je modélise beaucoup de cyclones, je regarde un petit peu les impacts qu'il peut y avoir sur la côte, sur 2 sites d'études, à Poé et à Touo. Et en fait dans le cadre de cette conférence, je jongle avec ma casquette d'avant en fait finalement, puisque je vais parler plutôt de tsunami dans le cadre d'un boulot que j'avais avant en tant qu'ingénieur à l'IRD. On a bossé sur un projet tsunami en Calédonie avec toute l'équipe à l'IRD et ça visait en fait à améliorer la connaissance sur le tsunami en Calédonie. Donc du coup c'est dans ce cadre-là plutôt que je vais intervenir mardi prochain, voilà. D'accord. Alors pour vous poser le contexte de cette conférence, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie se situe entre les parties centrales et sud de l'arc de subduction du Vanuatu, dans un contexte tectonique actif donc. Et les mouvements de convergence des plaques forment des conditions favorables au séisme et donc potentiellement de tsunami. Vous savez, ces fameuses grandes vagues. À chaque fois qu'on parle de tsunami, on pense souvent à cette grosse vague de 20 mètres et 30 mètres, mais vous verrez que ce n'est pas que ça. Et de par sa position géographique dans le Pacifique, le territoire est exposé au risque de tsunami à plusieurs échelles spatiales. La diversité des lagons néo-calédoniens complexifie les interactions tsunami littorales. Le front d'onde du tsunami a en effet la capacité de se déformer en fonction du relief côtier et les récifs coralliens ainsi que les mangroves peuvent ralentir ou atténuer sa propagation, tandis que les baies et les ports peuvent l'amplifier. Et depuis le tsunami dévastateur de 1875 à Lifu, plusieurs événements recensés ont affecté le territoire sans toutefois avoir d'impact majeur, laissant parfois penser que l'archipel en est épargné. Mais quelle en est la réalité ? Eh bien, c'est ce que Maxime, monsieur Dufil même, nous présentera mardi 5 septembre. Alors déjà, concrètement, de quoi on va parler donc le 5 septembre, mardi prochain? Déjà, j'espère que j'ai pas fait peur à tout le monde avec ce résumé un peu scientifique. Mais l'idée, voilà, ça va être de vulgariser un petit peu toute la connaissance qu'on peut avoir des tsunamis. Donc le premier point, je pense, qui sera abordé, ça va être de bien faire comprendre à tout le monde que l'aléa de tsunami, l'exposition à l'aléa de tsunami en Calédonie, il est réel. C'est pas quelque chose de fictif. Voilà, sur tous les travaux scientifiques menés de recensement des tsunamis historiques, etc., entre 1875 et aujourd'hui, on a 37 événements qui ont été mesurés. Alors, quand on parle d'événements, on ne parle pas d'une vague de 20 mètres comme on a eu en Indonésie en 2004. Voilà. Et comme on peut s'imaginer à chaque fois qu'on entend le mot tsunami. C'est ça. Tsunami égale le film 2012 en gros. Mais globalement, on n'est pas du tout sur ces échelles-là, en tout cas en Calédonie. Et pour l'instant, on touche du bois que ça reste comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est déjà d'aborder ce point-là. L'exposition, elle existe. Et l'aléa, il est réel en Calédonie. Ensuite, la deuxième chose qui sera traitée un petit peu dans la conférence, ça va être le fait qu'un petit tsunami n'est pas égal à pas de danger en fait. Et que des petits événements peuvent avoir des répercussions locales, micro-locales, sur des sites, des baies, des ports en particulier. Je pense à 2018 où on a vraiment eu des impacts sur la côte Est qui étaient très locaux, mais finalement qui ne sont pas dénués de sens et qui sont importants de noter.
En fait, souvent dans la littérature scientifique, on dit qu'à partir de 30 cm de hauteur d'eau, les courants peuvent être tellement forts qu'on peut ne plus tenir debout. En tout cas pour un enfant, c'est sûr, pour un adulte aussi. D'accord. Et dernier point qui sera abordé, et je pense que ça, je vais avoir plein de questions là-dessus, c'est le rôle du récif barrière. J'entends tout le temps dire les copains et puis même les collègues et dans la littérature, le récif barrière, c'est une barrière donc il protège en fait des tsunamis. C'est pas vraiment le cas. Alors voilà, l'objectif ça va être de nuancer un petit peu tout ça, d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Mais en fait, le récif barrière, il fait pas office de protection complète, hein, puisqu'il y a les passes, et les passes sont en quelque sorte une porte d'entrée pour un tsunami. Donc c'est aussi toutes ces questions-là qu'on essaiera d'aborder pour voilà, essayer de mettre au clair un petit peu les choses et que les gens aient conscience du risque qui est réel, quoi. Et donc déjà pour aussi commencer avec en parlant de cette conférence, est-ce que tu peux nous définir du coup concrètement qu'est-ce qu'un tsunami? Bien sûr, en fait un tsunami, il y a plusieurs définitions. Déjà, c'est pas une vague. Premier point, j'entends souvent dire déjà, c'est une vague. Casse une idée reçue déjà, c'est pas une vague. En fait, c'est une onde, et plus particulièrement une onde qui va déplacer une masse d'eau. Donc en fait, si vous voulez, au niveau de physiquement, un tsunami il va se trouver un petit peu entre les vagues. Donc les vagues, par exemple, la période des vagues entre deux crêtes, c'est entre 0 et 25 secondes entre chaque crête de vague. Et un autre phénomène naturel qui a une période, c'est la marée. La marée qui a 6 heures de période entre marée haute, marée basse. Le tsunami, c'est un peu un hybride, si vous voulez, entre les deux, puisque lui, ces périodes, elles vont aller de quelques minutes jusqu'à 10-15 minutes entre chaque crête. Mais en fait, les crêtes ne sont pas des vagues, et c'est vraiment une masse d'eau qui avance, qui avance. Ouais, parce qu'on a l'impression que c'est comme un rouleau qui se déplace et ça retombe pas et ça remonte pas en fait. C'est ça. Et quand vous voyez les images, par exemple de 2011 au Japon, etc., c'est dans l'aéroport, là, il y a cette fameuse vidéo qui avait beaucoup tourné. C'est vraiment la masse d'eau qui avance et qui détruit tout. C'est pas du déferlement de vagues comme on peut avoir quand il y a un cyclone en fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment être clair sur la définition. C'est pas du tout pareil qu'une vague. Et donc, c'est vraiment une onde qui progresse à terre et qui, avec la vitesse des courants, etc., va charrier tout un tas d'objets et du coup avoir des impacts. Et justement, toi, tu disais que en off, tu disais qu'on pouvait prédire de manière qualitative s'il y allait avoir un tsunami ou non, mais qu'on ne pouvait pas le prédire de manière quantitative, donc c'est-à-dire déterminer l'ampleur du tsunami. C'est ça. Alors, j'ai pas dit qu'on pouvait prédire. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, comme le tsunami vient d'une formation, c'est un risque tellurique, du coup, qui vient d'un séisme, une éruption volcanique ou la tombée d'une météorite. On peut pas prévoir tous ces trucs-là. Par contre, on peut les mesurer. Et du coup, à partir du moment où on a eu un séisme, une éruption ou une météorite, on est capable de mesurer l'impact qu'il y a eu dans l'océan et après le déplacement du tsunami à travers la mer. Et donc du coup, ça, on peut le mesurer, on peut le suivre à travers tous les outils scientifiques et les objets qui permettent de mesurer ça. Par contre, l'anticipation et la prédiction, c'est encore un petit peu compliqué. Ce qu'on peut faire par contre, c'est produire des bases de données, de scénarios, donc des potentiels tsunamis qui peuvent arriver, à travers la modélisation par exemple. On vient simuler des tsunamis fictifs, si vous voulez, on peut voir ça comme ça, des tsunamis fictifs, et du coup on peut avoir une idée des impacts potentiels de ces tsunamis fictifs là. Mais effectivement, il n'y a pas vraiment de prédiction possible. À l'heure d'aujourd'hui, donc vous dites qu'il n'y a pas possibilité de prévoir une éruption volcanique sous-marine par exemple, ou un tremblement de terre, ça c'est pas... On n'a pas encore... On n'a pas encore trouvé le moyen de prédire ça. On peut vraiment le mesurer et le détecter le plus vite possible. Mais il y a quand même des signes avant bien sûr, oui, bien sûr. Avant un séisme, par exemple, on va avoir des micro-secousses. Voilà. Et donc, tous les instruments très fins scientifiques qui permettent de mesurer ça, on va le voir. Mais par contre, on ne pourra pas... anticiper, mais... Voilà, on va avoir... faut réduire le temps entre le moment où on détecte l'événement et le moment où le tsunami est généré. Mais voilà, on peut pas prédire vraiment à l'avance, comme ça pourrait être le cas pour des événements météo marins par exemple. Pour le coup, le cyclone, il y a un potentiel de génération qui permet de se dire qu'on peut avoir une zone qui va être favorable à l'établissement d'un cyclone. Le tsunami, c'est plus difficile. C'est plus compliqué. Et je voulais savoir comment ça se passe au niveau de la communication entre vous, les scientifiques, et les personnes, les décideurs qui lancent l'alerte, qui font de la prévention. C'est quoi le cheminement ? Comment ça se passe à partir du moment où vous mesurez, là, il y a un tsunami, et le moment où la sécurité civile nous dit «
allez vous abriter? Alors, en gros, les interactions qu'on peut avoir avec le gouvernement et la sécurité civile, elles sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est que nous, on essaye de leur fournir la connaissance et les outils d'aide à la décision. Ça, c'est typiquement le projet Tsunami qui a eu lieu dans lequel j'ai travaillé. Donc ça, c'est des outils d'aide à la décision. Donc nous, on développe ça, on crée de la connaissance et on leur livre les outils. Et après, la deuxième chose qu'il peut y avoir, c'est une interaction purement spontanée. C'est-à-dire qu'il y a un événement, eux, ils ont l'information que l'événement arrive sur la Calédonie. Et là, ils prennent le téléphone et ils appellent un panel d'experts dédiés. Donc ça, c'est surtout mes collègues qui seront concernés. Et ça permet d'avoir un avis d'expertise, si vous voulez. Ok, il y a eu cet événement à tel endroit, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on déclenche l'alerte, pas l'alerte, etc. Donc il y a vraiment un accompagnement dans le fond, si je peux dire, et un accompagnement à l'événement quand ça arrive. Ouais. Parce que j'imagine qu'après, à ce moment-là, lorsqu'on lance la procédure, tout le monde est un peu aux aguets pour vite réagir, parce que si un tsunami arrive, il doit se déplacer sûrement très très vite. C'est très très rapide. Faut garder en tête que si on est sur un séisme dans l'arc de subduction du Vanuatu, pour arriver sur les loyautés, on est sur 10 à 15 minutes. Donc autant vous dire que s'il y a un gros événement, c'est-à-dire magnitude supérieure à 7, 8, 7, 9, voire 8, clairement les gens vont le sentir avant de voir la vague arriver. Ça va beaucoup bouger. Par contre, pour des événements lointains, type le Japon, type l'Amérique du Sud, toutes ces zones-là, où la Calédonie est exposée aussi, on a jusqu'à 24, 28 heures pour avoir les premières ondes qui arrivent sur le territoire. Donc là, ça laisse le temps de s'organiser en fait. Mais voilà, ça dépend aussi de la zone de génération, effectivement. Bah oui, parce que là, si ça touche le Vanuatu, là, vous avez 15 minutes. 15 minutes avant que l'onde elle se propage de la faille jusqu'à la côte sur les loyautés. Et 20 minutes jusqu'à la côte est de la Grande Terre. Donc ça fait très court. Mais je vous dis, si vraiment il y a un gros événement, on va le sentir. Alors tu dis aussi que tous les tsunamis sont à prendre en compte, qu'ils soient petits ou plus grands. Mais néanmoins, je me posais la question, et je vais faire référence à l'enfant qui criait au loup. Parce que lorsqu'on est donc une personne qui n'est pas du tout du milieu du scientifique, et qu'on reçoit l'alerte tsunami, tout de suite, on va s'imaginer, comme tu as dit, le film 2012. Le scénario catastrophe. Le scénario catastrophe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se renseigner les comportements à avoir en bon citoyen. Donc c'est-à-dire, lorsque c'est un tsunami, se mettre en hauteur, aller dans les montagnes, les collines, le point le plus haut que vous avez. Et je me demandais, en fait, lorsqu'on fait ça et qu'on a suivi toutes les restrictions, qu'on attend plusieurs heures, on s'est mobilisé, on a attendu, puis là qu'on reçoit, finalement c'est bon, vous pouvez retourner à vos occupations, à vos activités, et qu'au final on apprend que la vague fait 30 cm, on est un peu déçu d'avoir, fait tout ça pour rien, entre guillemets, même si c'est pas vraiment pour rien. Et donc on va le faire une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, je pense que les gens du grand public vont plus prendre au sérieux l'alerte. Est-ce que il y a quelque chose qui est fait justement? Est-ce que cette conférence sert aussi de sensibilisation à cela? Je pense que c'est le but aussi. Nous, ce qui est difficile en fait dans ce sujet-là, c'est qu'on reste à notre place en tant que chercheur et qu'il y a des choses qui ressortent vraiment de la compétence Gouv. Et la compétence Gouv dans la gestion des risques, c'est le principe de précaution-prévention. Et donc c'est pour ça en fait qu'on fait évacuer un certain nombre de secteurs quand il y a un événement. C'est qu'au vu des connaissances scientifiques insuffisantes, faut pas penser qu'on travaille mal, on fait ce qu'on peut, mais mais du coup, au vu des connaissances les lacunes qui existent, on préfère évacuer en fait les personnes et les zones. Et en Calédonie, ce qui se passe, c'est que souvent, on n'a pas d'évacuation par zone parce qu'on n'est pas encore capable de dire à tel endroit, avec tel tsunami, on peut évacuer la zone entre 0 et 10 mètres d'altitude et à 12 mètres, vous êtes en sécurité. Ça, on est incapable de le dire. Et donc, il y a vraiment un travail de fond à faire sur le risque. C'est un peu la dernière question que tu voulais me poser. C'est ça, Donc, le risque, en fait, on n'y est pas. Le risque dans l'analyse des sciences des risques naturels, c'est la combinaison entre l'aléa, donc l'événement naturel, cyclone, tsunami, que sais-je, et la vulnérabilité et les enjeux à terre. Et donc du coup, nous directement en fait. Et donc quand on a cette combinaison et ce croisement entre un événement naturel et des impacts et nous, les facteurs de vulnérabilité qui font qu'on est exposé à l'aléa, on parle de risque. Mais en Calédonie, on n'a pas encore ce croisement qui est fait en fait entre les deux. On est sur la connaissance de l'événement, donc ça va être beaucoup la conférence de mardi. Et on avance dans la vulnérabilité autant qu'on peut.
avec voilà, plein d'informations sur quel type de bâtiment se trouve sur la côte, les densités de population sur la côte, les altitudes à laquelle se trouvent les gens, etc., etc. Les chemins d'évacuation qui peuvent être créés, etc. Nous, on n'a pas encore de chemin d'évacuation en Calédonie, par exemple, sur tout le territoire. Donc, il y a du travail de fond à faire là-dessus, en fait. D'accord. En tout cas, Maxime Dufil, ce fut un grand plaisir de vous accueillir au sein de cette chronique. Voilà, je suis désolé, mais Pas on arrive déjà. Questions, non, du coup Si, j'en aurai une, mais par contre, d'abord rappeler, le mardi 5 septembre aura lieu cette conférence. C'est ça. Et à quel endroit? Voilà, à l'auditorium de la province sud. Exactement. À l'auditorium de la province sud. À quelle heure? À 18h. 18h ce mardi 5 septembre. Donc, vous serez le seul conférencier? Non, on sera 2 conférenciers, j'ai oublié de le préciser, c'est vrai. Il y aura aussi un collègue qui travaille actuellement en Nouvelle-Zélande et qui a bossé avec nous en Calédonie sur le projet Tsunami, Jean Roger. Donc il sera présent et voilà, on va essayer de faire un truc un petit peu interactif tous les deux. Et donc de par l'expérience de la Nouvelle-Zélande, il va aussi nous apporter des informations qui sont intéressantes. Et donc l'occasion pour le public aussi de poser des questions. Carrément. C'est aussi l'objectif. Il y a 45 minutes, je crois, de présentation sur la conférence et puis derrière, beaucoup d'échanges prévus. Donc voilà, c'est le but aussi. Super. Merci Maxime Dufil. Moi, la dernière question que j'aurais voulu vous poser, c'était assez rapidement. Quand il y a un phénomène tsunami qui se crée, est-ce que par rapport à la distance, comme vous disiez tout à l'heure, si ça se passe aux États-Unis, par exemple, ce phénomène se passe aux États-Unis, plus c'est loin, est-ce que avec la distance, le phénomène va s'estomper ou va prendre plus d'ampleur? C'est dur à répondre. Je vais faire une réponse scientifique du coup. Eh bien écoutez... non, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que oui, il y a une partie de l'énergie qui va être dissipée, puisqu'en fait, sur son chemin, il va y avoir des îles, il va y avoir des archipels, il va y avoir des remontées bathymétriques, des hauts fonds sous-marins, etc. Après, dire à quel pourcentage ça va être atténué, ça, je ne suis pas capable de dire. Ce qui est sûr, c'est qu'un événement peut faire une fois, voire 2 fois le tour de la planète. Ça a été le cas en 2004, quand on a eu le gros tsunami en Indonésie. On a eu 280 000 morts. Il a été mesuré 2 fois sur les marées graves de la planète. Il a fait 2 fois le tour. 2 fois le tour. Donc, du coup, faut avoir en tête que ça voyage à peu près à 900 km/h en pleine eau. Et donc du coup, vous imaginez que la planète pour lui c'est un sprint de 100 mètres quoi. Ouais, donc c'est plus rapide de voyager en tsunami qu'en avion. Carrément. Et ça pollue moins en plus. Ça pollue moins. Voilà, en tout cas, Maxime, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Eric pour ce sujet très intéressant. Ben, merci à vous et merci de nous écouter. En tout cas, on vous donne rendez-vous mardi 5 septembre pour en savoir plus à cette conférence qui vous sera donnée par Maxime Dufil et Jean Roger. C'est bien ça? C'est ça. À l'auditorium de la province sud. Merci à tous les deux. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.